Ok, on démarre l'enregistrement pour le Tech Talk. Voilà, on va commencer. On a deux, trois trucs à parler. Papapapapapap. Est-ce que je vais parler de ça? Oui, peut-être. Oui, ok, on va parler. Bon, le Tech Talk va être assez court. Je pense que ça va durer, allez, 20 minutes, je pense, 20 minutes, une demi-heure. Ça va être assez court. Et après, je vous montrerai un autre truc pour lequel il y aura aussi une VOD. Alors, non, parce que vous n'êtes pas prêts. Bon, vous pouvez dire bonjour à YouTube comme d'habitude. Si vous le voulez, si vous le souhaitez, salut les retardataires, etc. On est sur Twitch, et parce que YouTube est encore en PLS, encore et toujours. Pauvre YouTube, toujours en PLS, toujours. Coucou YouTube, vous allez sur le stream, les VOD c'est nul. Faut aller sur le stream, les VOD c'est nul. Ah bah y en a qui peuvent pas, y en a qui ont pas... Y en a qui ont pas l'occasion d'être disponibles le dimanche soir, y en a qui oublient aussi, ça arrive pas mal de fois. Hein. Allez, on va commencer ce petit Tech Talk. Combien on est sur le stream un petit peu? On est 101, tout va bien, tout va bien. Alors je vais leur dire d'aller sur Twitch. Pour ceux qui seraient sur YouTube au hasard, ceux qui seraient à tout hasard sur YouTube, je leur dis d'aller sur Twitch. Voilà. Bon. Est-ce que on est parti? Est-ce qu'on est parti pour le Tech Talk? Est-ce que... Non, vous êtes pas prêts pour ça. Je le sais, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Moi aussi vous êtes prêts, allez. Allez, vous êtes prêts. Allez, puis je me suis trompé d'écran. Allez. Allez, puis on commence par... Là, vous voyez pas le titre, mais en fait, le titre, je vais vous le lire. Ryzen 5 officiel, 6 cœurs à 250 $. Les Core i5 surclassés. Donc, en gros, on a eu les annonces pour Ryzen 5 qui vont sortir le 11 avril. C'est dans très bientôt, c'est dans moins d'un mois. Vous l'attendiez tous parce qu'il faut le se dire, hein, les Ryzen 7 c'est quand même du très haut de gamme, c'est ce qui va remplacer un peu les i7, enfin remplacer. C'est ce qui vient se mettre à la même position que les i7. Donc pour le mec lambda qui veut pas dépenser 300 €, 400 € dans un processeur, c'est les Ryzen 5 qui étaient les mieux, qui étaient les plus intéressants et qui vont être les plus intéressants. Parce que les promesses d'AMD c'était proposer un processeur avec 4 cœurs et hyperthreading pour 170 $. Et vous voyez que là on a la line-up qui va être dévoilée le 11 avril, enfin qui va sortir le 11 avril, avec les différentes spécifications. Et surtout les différents prix. Donc Ryzen 1400, R5 1400, 170 $, 4 cœurs physique, 8 cœurs logique, 3.2 GHz et 3.4 en boost. Ensuite on passe à 190 $ le 1500X, avec 4 cœurs aussi, 8 cœurs logique, et des fréquences un petit peu plus hautes, donc on est à 3.5 et 3.7. Et après à partir de 220 $, on passe sur du 6 cœurs physique et 12 cœurs logique. Donc 6 cœurs physique avec hyperthreading, avec 3.2, 3.6 en fréquence, et le 1600X qui est 30 $ plus cher, donc à 250 $, qui a aussi 6 cœurs, mais avec des fréquences un petit peu plus élevées. Donc on commence à 3.6 et jusqu'à 4 GHz en boost. Donc c'est vraiment là, on est vraiment sur, je pense, des Core i5 killer. Voilà, là ça va être grosse concurrence avec les Core i5, et je pense que Ryzen va vraiment réussir à gagner cette part de marché, parce que pour ces différents petits processeurs que vous voyez là, on a un TDP qui est quand même assez bas, entre 65 watts et 95 watts. 95 watts c'est seulement le 1600X, tous les autres sont à 65 watts, ce qui fait que ça consomme vraiment pas beaucoup. Il faut savoir que je pense que les Core i5 consomment un petit peu plus. Ah là on a un petit résumé. Bon allez, non, les Core i5 consomment à peu près pareil. Donc 65 watts et 91 watts pour le Core i5 7600K. Bon, vous allez voir qu'on là on a un petit tableau comparatif. Les Core i5 ne disposent pas de l'hyperthreading. C'est là où AMD avec ses Ryzen 5 va vraiment venir se démarquer et je pense venir avoir des performances meilleures par rapport au Core i5 de chez Intel. Parce qu'ils proposent des processeurs pour le même prix qui ont l'hyperthreading. Et ils proposent aussi des octo-cores pour à peu près le même prix. Le haut de gamme des i5 à l'heure actuelle, c'est le 7600K qui vaut 280 €. Le haut de gamme de chez Ryzen qui va sortir, le 1600X, en Ryzen 5 hein, bien évidemment,
est aussi à 280€, sauf que comme vous pouvez le voir, on a des fréquences qui sont légèrement plus basses, mais on a quand même l'hyperthreading, et on a 2 cœurs physiques en plus. Donc on passe de 4 à 6 cœurs, et du coup de 4 fils de calcul à 12 fils de calcul. Donc là je pense que je vais commencer à recommander Ryzen 5 pour tous les PC gaming qu'on va faire, quoi. Je veux dire, il y a un moment, t'as plus de cœurs, ça coûte le même prix. Voilà, quoi, je peux pas faire grand chose de plus, quoi. Je vais dire, bah les mecs, prenez Ryzen, quoi. Genre, genre Intel sur les i5 là, ils sont un peu à la bourre. Genre parce que clairement, pour le même prix, votre PC va être meilleur dans d'autres choses. C'est-à-dire que l'i5, on me posait la question tout à l'heure, est-ce que je peux streamer avec un i5? Et je disais, bah ouais, tu peux, mais faut pas que ton jeu soit trop gourmand, etc. Faut que t'encodes avec ta carte graphique et pas avec ton processeur, donc faut que t'encodes en H264 et pas en X264. Enfin bref, voilà, des trucs comme ça. Et puis là, de l'autre côté, t'as Ryzen 5 qui va sortir, et puis là, le mec peut me poser la question, est-ce que je peux streamer avec un Ryzen 5? Je vais dire, bah ouais, t'as 6 cœurs, et en plus t'as l'hyperthreading, donc tu peux clairement streamer avec un Ryzen 5, alors qu'il vaut le même prix que l'i5. Vous voyez le genre? Genre, pour le jeu, ça va peut-être pas changer grand-chose en termes de perf, mais pour le même prix, bah ton PC va être plus puissant dans l'ensemble, c'est-à-dire que tu pourras faire plus de choses, il sera plus rapide, si tu fais du montage vidéo, ça sera plus rapide, etc. Genre bien plus rapide parce que t'as quand même 6 cœurs et 12 fils de calcul. Voilà. Et surtout, moi ce qui m'impressionne, c'est également le bas de gamme. Le bas de gamme des i5, donc là on est à 187€, 3 GHz, 3.5, et puis bah, toujours 4 cœurs sans hyperthreading, alors que chez Ryzen, même prix, 190€, bah on a l'hyperthreading. Et on a des fréquences qui sont quasiment similaires. Donc là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Moi, je vous dis, là, Ryzen 7 a eu un petit peu du mal à se faire une place par rapport aux i7, même si, surtout au niveau ceux qui le voyaient pour du gaming, au niveau travail lourd, multitâche et tout rendu, etc., Ryzen 7 est excellent, et ça a été montré qu'ils arrivent à battre les i7 très très haut de gamme, pour beaucoup moins cher. Et bah là, ce qui est très intéressant avec Ryzen 5, c'est que vraiment, au niveau du jeu, je pense que ça va vraiment être rentable d'acheter Ryzen 5, comme vous pouvez le voir. Bref. Donc, prix de lancement, c'est ce qu'on disait, à partir de 170$, donc ça va tourner autour des 190€, et le plus haut Ryzen 5 sera à 280€. Donc attendez-vous quand même à ce que ça soit une petite bombe lâchée encore une fois par AMD. Je pense que oui, voilà. Par exemple, bon, ça c'est marketing, on est d'accord, cette image est marketing. Ils disent qu'il y a 69% de performance en plus sur le 1600X par rapport au 7500K de chez Intel. C'est marketing, mais je pense que effectivement, le Ryzen 5 sera plus puissant que ce Core i5 là. J'en suis quasiment convaincu. Mais bon. Ça sort le 11 avril. Donc tenez-vous au courant. Je suppose que ça va être disponible dès la foulée. Enfin genre ça, en gros ça va être disponible le 11 avril, ça veut dire que ça va être en vente dès le 11 avril, c'est ce qui est précisé ici. Donc si jamais vous voulez les acheter, vous pouvez vous jeter dessus dès le 11 avril. Voilà. Alors, ici il faudra s'attendre à retrouver les mêmes problèmes de latence inter-CCX déjà rencontrés sur les R7, donc ça pas de souci, ça c'est normal. Donc attendez, je veux juste dire ça. Selon AnandTech, les Ryzen 5 auraient pour base le même DI que les R7. Ainsi, dans le but de proposer des CPU hexa-core, AMD désactivera un cœur par CCX. Pour les quad-core, nous aurons 2 cœurs désactivés par CCX. En gros, les R7 fonctionnent avec des espèces de modules qui s'appellent des modules CCX. Vous avez un module sur lequel il y a 4 cœurs, et un autre module sur lequel il y a 4 autres cœurs. Chacun de ces modules a du coup 8 fils de calcul, et entre les deux, vous avez le bus qui s'appelle le bus inter-CCX. Et pour le jeu, pour l'instant, pour les performances en jeu des Ryzen 7, c'est ce bus-là qui pose un petit peu problème parce qu'il y a une bande passante qui limite les performances du processeur. Parce que grosso modo pour le jeu, il y a des calculs qui sont effectués sur les deux modules séparément. Parce que les jeux sont pas optimisés pour faire les calculs que sur un des modules. Et du coup la latence du bus et la bande passante du bus des fois impactent un petit peu les performances. Mais là ce qu'ils disent c'est que du coup, comme ça va être le même chipset pour les Ryzen 5, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont désactiver un cœur par module ou 2 cœurs par module suivant si c'est un hexa-core ou un quad-core. Il faudra donc s'attendre à retrouver les mêmes problèmes, donc du inter-CCX, de la connexion entre bus pour les modules. Par contre, on pourrait se poser la question de savoir si on pourra réactiver les cœurs désactivés, comme sur les anciens Athlon ou Phenon 2. Parce que grosso modo,
Sur les processeurs AMD Athlon et Phenon, il y avait les processeurs haut de gamme. Ils avaient sorti des processeurs milieu de gamme où en fait ils avaient juste désactivé certains des cœurs et tu pouvais, via des petits tweaks, réussir à réactiver ces cœurs-là pour en fait débloquer tous les cœurs et avoir plus de performance. Et en gros, t'achetais un processeur plus bas de gamme, mais tu débloquais les cœurs et c'est comme si t'avais le processeur haut de gamme. Voir si ça sera possible avec Ryzen 5 de débloquer certains des cœurs pour faire comme si t'avais un Ryzen R7. Ça peut être super intéressant. Genre t'achètes un Ryzen R5, tu débloques 2 cœurs, et pouf, c'est comme si t'avais acheté un Ryzen R7. Pas mal. On va ensuite parler de Nvidia et de la 1080 Ti avec Kingpin qui l'a poussé à 2,5 GHz. Donc le mec a... La carte, elle carbure à fond là. Il l'a légèrement overclocké. Un petit peu overclocké, il a fait un nouveau record du monde. Donc c'est EVGA qui fait ça. Donc Kingpin, j'en ai déjà parlé. C'est un mec qui était avant ça un très bon overclocker et qui maintenant travaille, je pense qu'il travaille pas pour EVGA, mais il travaille chez EVGA grosso modo. Et il y a d'ailleurs une carte qui porte son nom, une série de cartes qui porte son nom. EVGA les sortent de temps en temps, ils sortent la série EVGA GTX 1 Kingpin. Et c'est des cartes qui sont très overclockées, très hautes. Donc il a fait ça sur une carte mère X99 Micro 2, un Core i7 6950X et une alimentation Supernova Next de 1600 watts. Et en gros, il a utilisé une GTX 1080 Ti Founders Edition. Donc, il a utilisé une carte même de référence. Et elle a pris cher, ouais, effectivement. Elle a été poussée à 2483 MHz. Il a augmenté la fréquence de 77%. Et la fréquence mémoire a atteint les 1550 MHz, plus 12%. Et forcément, ça a été overclocké sous azote liquide. Donc sous LN2. Voilà. Et du coup, il a atteint les 13 291 points sur TimeSpy, qui est un benchmark sur 3D Mark, et qui a fait un record, il a battu le record mondial qu'il y avait à l'heure actuelle, qui était détenu avec une Titan X cadencée à 2,3 GHz. Voilà. Gros potentiel d'overclocking sur cette carte, même si tout le monde ne pourra pas l'overclocker à 2,5 GHz, il y a quand même un bon potentiel d'overclocking, comme vous pouvez le voir. Bon, on va continuer à parler de carte graphique. Ah non, pas tout de suite. On va continuer à parler de Ryzen plutôt, et apparemment il semblerait que les températures réelles de Ryzen soient inférieures de 20 degrés à celles qui sont reportées par les logiciels par les sondes en fait de température sur le pros. Donc c'est un communiqué qui est sorti il y a environ 2 jours, un peu plus que ça, maintenant ça fait un peu plus, parce que c'était le 15 mars, donc il y a à peu près une semaine, où AMD expliquait qu'il n'y avait pas de problème entre le scheduler Windows et Ryzen, ce dont on parlait la semaine dernière, apparemment il n'y aurait pas de problème là-dessus, et que dans un second temps ça expliquait que les températures des Ryzen 7, pourquoi elles semblaient élevées. Ça expliquait pourquoi les températures des Ryzen 7 semblaient élevées. Et en fait, AMD a indiqué qu'ils emploient un capteur qui s'appelle TCTL, donc T-Control, sur lequel ils ont ajouté un offset de 20 degrés. Et que cet offset était ajouté à la température relevée entre le die et l'IHS. Ce qui est nommé le temperature junction en anglais, donc température de jonction. Grosso modo, c'est comme si vous aviez le chipset, vous avez votre processeur, vous avez le chipset, et par-dessus vous mettez l'IHS. L'IHS, c'est l'espèce de petit truc carré en aluminium là qui vient recouvrir qui est sur le dessus du processeur. C'est l'espèce de couvercle quoi. Vous avez le PCB qui est vert avec le processeur au milieu, et par-dessus vous venez mettre le couvercle en alu là qui s'appelle l'IHS, grosso modo. Ben, en gros, la température relevée, température junction, c'est entre le chipset et l'IHS. Et après, ils ont mis un offset sur cette température-là de 20 degrés. Donc en gros, quand ils mesuraient la température de Ryzen, des processeurs Ryzen, ils avaient la température qui avait été offset de 20 degrés. C'est pour ça que du coup ils obtenaient des températures qui étaient assez hautes, donc genre 58 degrés, 38 degrés, enfin même plus que ça, 58 degrés sur
les Ryzen 1700X et 1800X. Ça concerne seulement les 1700X et 1800X. Les Ryzen 7 1700 n'étaient pas pourvus de cet offset. Donc c'est pour ça, par exemple, vous avez 38 degrés sur un 1700, sans offset, du coup ça fait vraiment 38 degrés, alors que sur les 1800X et 1700X, les températures relevées étaient beaucoup plus hautes, genre 58 degrés, sauf que comme tu as 20 degrés d'offset, tu retombes à peu près aux mêmes températures dans les 38 degrés. Voilà. Et ce qu'ils disent, c'est qu'il semblerait que certains logiciels effectueraient directement la soustraction, alors que d'autres ne le font pas. Donc il faut bien savoir, faut se renseigner sur savoir si son logiciel de monitoring de température fait déjà la soustraction de cet offset ou pas pour les deux chipsets Ryzen 1800X ou 1700X. On va continuer avec Volta. Donc là, on va parler carte graphique. On va parler un petit peu carte graphique, et là, c'est plutôt des rumeurs. Des petites rumeurs, petites informations qu'on filtrées. Et il semblerait que Volta, donc la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, donc la prochaine architecture, donc là on est sous Pascal, la prochaine s'appelle Volta, et bien il semblerait qu'on change de gravure pour Volta. À l'heure actuelle, on est en 14 nanomètres, si je dis pas de conneries, et il semblerait que Volta va être gravé en 12 nanomètres. Donc c'est pas Nvidia qui fournit l'information, c'est son principal founder, TSMC, qui indique dans ses carnets de commandes que Nvidia a passé auprès de ce fabricant-là, donc fabricant taïwanais de puces, il a passé commande pour des puces gravées en 12 nanomètres à destination des marchés des supercalculateurs et de l'intelligence artificielle. Donc, grosso modo, Nvidia commande des puces à leur principal fabricant en 12 nanomètres, qui vont être utilisés pour l'intelligence artificielle et pour les supercalculateurs. Je pense que si Nvidia commande des puces en 12 nanomètres, ça veut dire qu'ils vont les utiliser aussi pour faire des cartes graphiques. Voilà. Et potentiellement pour leur prochaine génération Volta. Voilà. Donc, après la sortie de la 1080 Ti, c'est ce qu'on disait, Volta, ça va vraiment être la génération de cartes qui va permettre de tourner en 4K 60 fps. Déjà, de base, la 1080 Ti permet de tourner en 4K 60 fps. Avec la nouvelle architecture Volta qui va sortir courant d'année 2018, je pense que ça sera vraiment genre... Le 4K 60 fps, ce sera genre... It's done. C'est genre achieved sur tous les jeux, etc. Voilà. En attendant, on va encore parler de cartes graphiques avec la Radeon RX 500. Donc les Polaris, les cartes graphiques Polaris qui ont été repoussées jusqu'au 18 avril 2017 et qui ont également été renommées. Donc à la base, les cartes graphiques RX 500 étaient prévues pour le 12 avril prochain et il semblerait qu'elles soient repoussées jusqu'au 18 avril prochain. Donc on a même de base, les RX 580 et 570 étaient prévus pour le 4 avril. Et après, la firme comptait commercialiser les RX 560 et 550 un peu plus tard. Et apparemment, ça va sortir le 18 avril. Et il semblerait que ce ne soit pas des cartes Vega. Il semblerait que ces cartes qui vont sortir, pour l'instant, donc fin avril, ce soit des Polaris 10 et Polaris 11 avec des fréquences un petit peu plus élevées. Donc il semblerait que ce soit les RX 580, il semblerait que ce soit des RX 480 qui tournent à 75 MHz de plus. Et c'est pas mieux pour les autres cartes. Genre la RX 570 ça va être à peu près pareil, la RX 550 pareil et la RX 560 ça va être également pareil. Par contre pour Vega, ils disent qu'il faudra attendre environ mai-juin pour voir débarquer les premiers Radeon RX Vega. Donc on a d'autres infos là-dessus. Enfin on a d'autres infos. On a des précisions là-dessus, qui sont juste là. Donc effectivement, c'est quasiment confirmé que les nouvelles RX 580 sont sur l'architecture Polaris et pas sur l'architecture Vega. Grosso modo, c'est pas Polaris 10 ou Polaris 11, ils ont appelé ça Polaris 20. Polaris 20 XTX est pour les RX 560 et RX 560 c'est Polaris 21 et RX 550 qui est grosso modo la nouvelle
carte de la gamme, le nouveau chipset, parce qu'il n'y a pas de RX 450, hein, on est d'accord. Mais du coup, la RX 550 va utiliser Polaris 12. Donc, on a les spécifications de la 580, qui est grosso modo une 480 avec 2304 processeurs de flux, 144 TMU et 32 Render Output Unit. Voilà, donc c'est une version améliorée de cette petite carte qui est la 480. Et ça va être exactement pareil pour toutes les cartes grosso modo. Ça va être à peu près pareil. Le chipset va tourner à 1340 MHz, ce qui est plus élevé que le RX 480, etc. On aura toujours, je pense, de la GDDR5 qui va tourner à 8 GHz, etc., etc. Au niveau des prix, on ne sait pas encore, mais grosso modo, voilà, c'est des versions améliorées de ce qu'on connaissait. Comme vous pouvez le voir, RX 480, 470, 460, et là on a les spécifications des 580, 570, 560. Donc on a autant de cœurs de calcul, donc de stream processeur, mais on a des fréquences un petit peu plus élevées. 1266 contre 1340, 1206 contre 1244, etc., etc. Et même au niveau de la mémoire, c'est exactement la même chose. Quasiment. Donc je suis un petit peu déçu par ça pour l'instant, parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils sortent en avril-mai les cartes RX Vega avec nouvelle architecture et que ça booste vraiment les performances des cartes graphiques de chez AMD, qu'on vienne tatillonner le haut de gamme et que ça vienne se placer au niveau des 1080, des 1070, des 1080 Ti même, etc., etc. Donc là AMD me déçoit un peu, ils font juste rafraîchir un petit peu leur carte graphique sans vraiment apporter beaucoup de performance en plus, parce que je suis désolé, passer de 1266 MHz à 1340, les mecs ont quasiment rien changé, quoi. Je veux dire, tu prends ta RX 480, tu l'overclock, t'auras une RX 580, quoi. T'auras la puissance d'une RX 580 de base. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu... c'est très dommage et je suis vraiment déçu qu'AMD ait fait ça pour leur carte graphique pour l'instant. J'attends vraiment de voir juin et leur annonce des RX Vega. Donc, en attendant, on va partir sur les téléphones, on en parlait la semaine dernière. Le Nokia 3310. Et il semblerait que le Nokia 3310 supporte seulement la connexion en 2G. Là, vous allez dire, what the fuck? What the fuck is this shit? Comment c'est possible? Et il semblerait que le Nokia 3310 supporte seulement la connexion en 2G. Donc, c'est-à-dire connexion Edge. Et que l'appareil ne supporte pas les connexions 3G ni LTE. Donc, pas de 4G non plus. Ce qui est genre... oui, mais pourquoi? C'est quand même un téléphone qui sort en 2017, les amis. Ne pas supporter la 3G, la 4G, c'est quand même problématique. Bon, je sais, tu vas pas te servir de la 4G avec un écran comme ça, certainement pas. Mais la 3G au moins, juste histoire d'avoir une meilleure qualité d'appel, etc. Ils disent non, mais en fait, apparemment, Nokia et HMD Global qui font le téléphone avec eux voulaient étendre la durée de vie de la batterie, etc. Et du coup, ils ont décidé de ne pas inclure la 3G. Parce que de toute façon, tu pourrais pas avoir la même expérience si tu mets un modem 3G, si tu mets un récepteur 3G dans le téléphone, parce que la batterie va forcément durer moins longtemps, etc., etc. Bon, heureusement, ça supporte les fréquences de 2G, et on va voir ce que ça donne. Après, le problème, c'est que comme ça supporte la 2G, et seulement la 2G, il faut voir si les fréquences sont compatibles avec tous les opérateurs, et avec quel opérateur c'est compatible. Parce que bon, il est possible que l'opérateur supporte pas les fréquences que supporte le téléphone. Mais bon. Voilà. Ensuite, on va parler de Star Citizen. On en parlait tout à l'heure. Vous me demandiez quelle carte graphique pour faire tourner Star Citizen. Je vous disais que je ne savais pas. Et il semblerait que Cloud Imperium, ceux qui développent Star Citizen, a annoncé il y a pas longtemps qu'ils allaient supporter Vulkan et plus DirectX 12. Voilà. Grosso modo, il y a environ un an, donc Chris Roberts, le fondateur de Star Citizen, grosso modo, disait qu'ils allaient supporter DirectX 12 et Vulkan. Mais apparemment, suite à une interview qu'il y a eu très récemment, donc dans les 2 dernières semaines,
Il semblerait que Star Citizen abandonne le support de DirectX 12 pour se concentrer sur le support de Vulkan avec la nouvelle API, etc. Sûrement parce qu'ils veulent ne pas se casser la tête à développer pour deux API différentes, sachant que DirectX 12 est seulement supporté sur Windows 10. Ils préfèrent développer seulement sur Vulkan, je pense, qui lui est supporté par Linux, Windows, tous les Windows, etc., etc., afin de passer plus de temps et plus d'énergie à vraiment développer et à mieux optimiser le jeu sur Vulkan, qui lui est compatible avec tout. Voilà, grosso modo, je pense que c'est ça leur principal objectif et leur raison. Mais qu'il faudrait pas que les gens ne devraient pas s'inquiéter. Browns also explained that gamers need not to worry too much about performance issue while displaying a ton of moving objects at once. Donc apparemment il n'y aura pas trop de problèmes de performance, même si vous avez 100 000 objets qui se déplacent sur l'écran, ça sera à plus de 60 fps, etc., etc. Il dit qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, qu'ils vont travailler très fort pour bien optimiser leur jeu. Voilà. La 1080 Ti. Je vous disais tout à l'heure qu'elle était faite pour la 4K 60 fps. On a grosso modo une batterie de test qui est sortie pour résumer les performances de cette carte. Et pour tout vous dire, oui, je pense qu'elle est vraiment largement faite pour la 4K 60 fps. On a également un petit tour d'horizon des différentes cartes qui ont été dévoilées à l'heure actuelle. Donc on a la Inno 3D, iChill GeForce GTX 1080 Ti X3, qui est gigantesque sa race, elle est énormissime. Et ensuite on a aussi les performances, on a ici la Asus ROG GTX 1080 Ti Strix OC, donc qui ressemble vraiment beaucoup à la 1080 Ti, à la 1080 je veux dire. Je pense que ils ont quasiment rien changé, ça va être le même, c'est le même refroidisseur, le Direct CU3, etc. Bon, au niveau des performances, Hitman 4K 75 fps avec la Asus 1080 Ti Strix OC. Doom 4K 75 fps. Battlefield 1 4K 72 fps. Assassin's Creed Syndicate 4K 72 fps. Oh mince, j'ai cliqué sur l'image, my bad. Batman Arkham Knight 86 fps, toujours en 4K. Civilization 6 81 fps, toujours en 4K. Call of Duty Infinite Warfare 86 fps, encore. Deus Ex, ok, Deus Ex Mankind Divided 40 fps, ok, my bad, ça tourne pas tous les jeux en 4K 60 fps, désolé. Dishonored 2 63 fps, Formule 1 2016 73, Fallout 4 87, Far Cry Primal 58, Grand Theft Auto 5 90 fps, Just Cause 3 72, bref, je pense que je peux... Mafia 3, le jeu le plus buggé du monde et le moins optimisé du monde, 43 fps, ça ne m'étonne pas. Bon, je pense que j'ai pas besoin de continuer, vous voyez un petit peu la tendance, à chaque fois on est à plus de 60 fps en 4K, quasiment. Donc, autant vous dire que c'est une carte à l'heure actuelle, la 1080 Ti, si vous voulez jouer en 4K 60 fps et la garder encore longtemps, elle est largement faite pour ça. Sachant que moi déjà je trouvais que la 1080 était faite pour ça, alors là la 1080 Ti c'est encore pire. Voilà. Apparemment les custom modèles seraient presque deux fois plus rapides que la Fury X en 4K. Vous voyez ici la Fury X, puis sur un benchmark de type Time Spy, quasiment 2 fois plus rapide. Oh my god. Voilà. Vous voyez un petit peu la puissance de la bébête. Ceci est impressionnant. On va continuer avec Intel. Intel Skylake Refresh. Sauf que là, c'est Skylake EP Xeon E5 2699 V5. Donc un nom de processeur à dormir dehors. Grosso modo, c'est ce qui vient prendre la suite des processeurs semi-professionnels sur chipset X99. Ça s'appelle, c'est les processeurs Xeon, et là on est face à un Xeon E5 2699 V5. Et ce petit bébé a, tenez-vous bien, 32 cœurs.
Oui, oui, les amis, 32 cœurs, 64 fils de calcul. Donc 32 cœurs avec hyperthreading. Voilà, voilà le monstre de puissance. Test dans Geekbench, 3500 en single core, 49 647 en multicore performance. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà la gueule du truc, hein. Voilà la gueule du truc. Et ça a été design pour le socket 3647. Donc c'est les prochains chipsets, enfin les prochains sockets pour plateforme semi-professionnelle. C'est ce qui vient remplacer techniquement les sockets 2011 V3. Ça va être le socket 3647, il me semble. Je suis pas entièrement sûr, mais il me semble. Tac, 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 tac. Je pense que c'est celui-là. Pop, 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 pop. Ouais, je pense que c'est celui-là. Voilà. Juste pour vous dire ça. Voilà. Avec... Ouais, non. Mais peut-être même pas sûr. Non, même pas sûr. Même pas. Ça vient même pas remplacer celui-là. C'est un socket à part entière. Plus pour les serveurs. Sur lesquels il va y avoir également 12 slots de DDR4. Donc 12 slots pour mettre de la RAM, etc. Plein de trucs comme ça et tout et tout. Je croyais 32 threads. Non, non. 32 cœurs. 64 threads. Voilà. Voilà, voilà. Le TDP va varier entre 45 et 165 watts. C'est ce que vous voyez là, en fait. Ici, on a Broadwell EP CPU. Brickland avec Broadwell EX CPU et Skylake CPU, les nouveaux. Enfin, les nouveaux. Les premières générations avaient jusqu'à 22 cœurs avec l'hyperthreading. Ceux-là jusqu'à 24 cœurs. Et celui-là jusqu'à 28 cœurs. Et là maintenant, les nouveaux ont jusqu'à 32 cœurs. Voilà, voilà. Bref, c'est du haut de gamme, ça va coûter certainement 10 000 euros. C'est pas pour nous, voilà, voilà. T'as dormi dans une caverne jusqu'à maintenant, ou quoi? Non, bah pourtant non. Non, non. Bon, et forcément, on parle de gros processeurs, et on va continuer avec AMD, parce que AMD aussi, ils préparent des gros processeurs, hein, voilà, et aussi, ils ont envie de faire des gros processeurs, des trucs qui poutrent de la vierge arc-en-ciel. Désolé. Donc AMD travaille sur un processeur Ryzen à 16 cœurs et 32 fils de calcul. Donc ils sont également en train de travailler de leur côté sur un monstre de puissance, donc forcément 16 cœurs, 32 fils de calcul, ça va être énorme également, afin de contrer le très très haut de gamme de chez Intel et d'aller vraiment chercher de se placer plus haut qu'Intel même. Voilà. Donc c'est une rumeur qui est apparue sur Overclock 3D qui dit qu'AMD travaille sur ce type de processeur là basé sur l'architecture Zen. Donc on sait pas également si ça va vraiment sortir, mais je pense qu'AMD travaille là-dessus pour leur serveur ou pour le très très haut de gamme d'un point de vue professionnel. Voilà. Bon, par contre, ça va également coûter un bras, même si ça coûtera moins cher qu'un processeur Intel, ça risque quand même de coûter un bras. Et... Ouais. Voilà, voilà. Bon, en attendant, on va parler un petit peu de jeux vidéo maintenant. On va parler de Nintendo et de la Switch. La Switch qui a quand même pas mal de problèmes en ce moment, vous êtes sûrement au courant peut-être, etc., etc. Bon, de base, apparemment, il semblerait que si les jeux soient trop lents, vous pourriez éteindre le Wi-Fi et vos jeux marchent mieux. C'est genre un petit tweak, c'est genre hack life pour la Nintendo Switch. Il semblerait que plusieurs développeurs, les témoignages de plusieurs développeurs qui ont été recueillis par Nintendo Life, apparemment il y a un problème avec la gestion du Wi-Fi par le système d'exploitation de la Switch, ce qui plomberait aléatoirement les performances des jeux. Voilà. C'est la fonctionnalité de connexion automatique au réseau Wi-Fi qui demanderait trop de ressources à moins d'être déjà connecté. À moins que tu sois déjà connecté, bah comme le réseau cherche, enfin le système cherche des réseaux auxquels il peut se connecter, et qui consomme trop de ressources pour ça, ça a tendance à ralentir les jeux. Donc du coup, tu pourrais désactiver le Wi-Fi Autoconnect,
ou désactiver carrément le module Wi-Fi depuis les paramètres du système d'exploitation de la Switch. Si t'es connecté en câble, t'as pas besoin du Wi-Fi grosso modo. Ou alors mettre la console en mode avion. Et ça permettrait d'améliorer un petit peu les performances en jeu. Et on ne sait pas si ce problème est lié au bug qui a été dévoilé également concernant les performances en 1080p. Parce qu'il y a un petit bug qui a été dévoilé qui concerne les performances en 1080p qui sont plombées par le système d'exploitation. J'allais vous en parler également, mais il semblerait que du coup, il y ait un bug dans le système d'exploitation de la Switch, dans le firmware, qui limiterait les performances du circuit graphique, enfin, qui limiterait la puissance du circuit graphique et qui empêcherait la console de correctement rendre un titre en 1080p. Donc ça vient, c'est une information qui vient de Eurogamer, qui a fait une petite analyse là-dessus. Et il semblerait que, une fois que le problème soit corrigé, des jeux qui tournaient moins bien avant puissent tourner en full HD de façon très fluide. Et donc, il y aurait également des témoignages qui diraient que ce problème aurait aussi un impact sur d'autres jeux comme Zelda Breath of the Wild, qui souffrent clairement d'un taux d'image par seconde qui est vraiment trop bas. Genre en gros le jeu est souvent à 30 fps, mais des fois si vous avez des baisses de fps avec un espèce de truc qui s'appelle la W5, bah ça lock tes fps à 20. C'est-à-dire qu'en gros ton fps, si tes fps chutent depuis 30, ils vont pas chuter à 27, 26, ils vont faire 20, 30, enfin 30, 20, 30, 20, 30, 20. À cause d'un truc qu'ils ont activé dedans et qui est complètement stupide. Voilà. Donc pour l'instant, Nintendo a pas donné de date de publication au niveau du correctif, mais je pense qu'ils vont bosser sur un correctif pour corriger ce bug du firmware. Bon, autant vous dire que la Nintendo Switch se vend bien, mais que je trouve qu'elle a pas mal de problèmes, et je trouve qu'au niveau des jeux et des performances, elle est clairement à la ramasse par rapport à ce qui se fait, et je trouve ça très dommage que Nintendo soit toujours à la ramasse d'un point de vue des performances, parce que genre avoir un Zelda Breath of the Wild qui galère en 900p, je trouve ça quand même dommage. Voilà. Bref, de plus, pour enchaîner, la Nintendo Switch a déjà été jailbreakée. Voilà, il y a une faille grosso modo dans le WebKit de la Switch. Donc en gros c'est le navigateur web. Il y a un navigateur web sur la Switch qui a été caché. Il y en a un, il n'est pas activé, mais il est caché. Donc il est activé lorsque la Switch essaie de se connecter à un réseau Wi-Fi qui demande un abonnement, comme certains Wi-Fi d'hôtel ou des lieux publics. Il y a une page, quand vous vous connectez à un Wi-Fi genre public qui vous demande une authentification, il y a une page d'authentification qui s'affiche via un navigateur internet. Mais c'est le seul moyen d'avoir accès au navigateur internet, sinon il est caché de base. Il est activé mais il est caché, vous ne pouvez pas accéder. Et grosso modo, ce navigateur internet tourne sur une vieille version de WebKit qui contient encore une faille et un gros bug qui fut à la base d'un malware qui a été répandu sur iOS l'an dernier. WebKit, c'est le truc qui est utilisé dans Safari et sur iOS pour leur navigateur web. Et grosso modo, l'an dernier, il y avait une faille dans ce WebKit qui a permis à un malware de s'introduire sur iOS. C'était genre une faille assez énorme et le malware a fait chier pas mal de gens. Et Apple a corrigé cette faille avec iOS 9.3.5, grosso modo. Le problème, c'est qu'apparemment, Nintendo utilise encore une version du WebKit où la faille est présente. Ce qui est quand même un petit peu stupide, sachant que la faille a été corrigée limite l'an dernier. Non, Nintendo s'est dit on va encore utiliser une version où il y a la faille. Voilà. Et apparemment, il est possible d'avoir un accès direct à la mémoire vive. Et du coup, un mec qui s'appelle Luca Todesco a réussi à exploiter cette faille et cet accès à la mémoire vive pour installer des applications tierces. Et du coup mettre en place un jailbreak. Le jailbreak de base, c'est juste pouvoir installer... Un jailbreak, c'est juste une ouverture. C'est en gros, tu trouves une faille, tu t'insères dedans, et ensuite tu installes des trucs qui sont pas censés être là. C'est genre un accès. Un jailbreak, c'est juste avoir un accès alors que t'es pas censé en avoir. Et bah du coup, il a trouvé un accès par la mémoire vive, et il a ensuite pu installer des applications tierces. Bon, il a créé aucun outil public, donc grosso modo le jailbreak vous pouvez pas le faire chez vous, mais il a montré que c'était possible, et forcément Nintendo va forcément le bloquer très rapidement, juste en bloquant la faille du WebKit. Voilà. Et on a un petit peu plus d'infos sur la Nintendo Switch encore, avec le processeur Nvidia qui est dévoilé. Grosso modo, on sait quel socket Nvidia
est utilisé dans la Switch, c'est un Tegra T210 qui a une puissance de calcul de 512 gigaflops. Donc je trouve que c'est pas énorme, 512 gigaflops. Donc le Tegra 512, il utilise 4 cœurs Cortex A57 qui tournent à 1,9 GHz et 4 cœurs A53 qui tournent à 1,3 GHz ainsi qu'un IGP Maxwell GM20B qui tourne à 1 GHz. Ça vous donne une puissance de calcul de 512 gigaflops en simple précision. Donc single float point unit, je crois, quelque chose comme ça. Avec 256 cœurs CUDA, 16 unités de texture et 16 drops. Autant vous dire que quand vous voyez la puissance de ce truc-là par rapport à une puissance de carte graphique actuelle, on parlait de la RX 580 tout à l'heure. Elle avait 2500 cœurs. Là, on en a 256. La GTX 1080 en a 2800 et quelques CUDA cœurs. Donc 10 fois plus. Bah de base, c'est simple. La GTX 1080 Ti a une puissance de 11,5 teraflops. Le truc de la Switch a une puissance de 0,5 teraflops. 512 gigaflops, ça fait 0,5 teraflops. Voilà. Donc c'est pour vous dire la puissance de disponible qu'on a sur les PC, genre c'est gigantesque et pourtant nos jeux tournent pas tant mieux que ça. C'est-à-dire que les jeux, ça vous prouve que l'optimisation sur PC, les gens s'en tamponnent l'anus avec un concombre, quoi, grosso modo, hein. Parce que quand t'as 11 teraflops de puissance de calcul brut et que ton jeu tourne légèrement mieux qu'il tourne sur une console, c'est pas normal. Pour information, la PlayStation 3, elle avait une puissance de 400 gigaflops et la PlayStation 4 tourne à 1,87 teraflops. Donc grosso modo, la Switch est légèrement plus puissante que la PlayStation 3, mais quasiment 3 fois moins puissante, et 3 fois moins puissante que la PlayStation 4. Et c'est là que je vous disais, je trouve ça vraiment dommage parce que Nintendo est toujours à la fucking ramasse d'un point de vue technique et d'un point de vue hardware. Au niveau de la puissance de calcul, ils sont à la ramasse, ce qui fait que tu pourras avoir un Zelda Breath of the Wild en 1080p 60 fps qui soit magnifique, genre sur PS4 et tout, et au final tu te retrouves avec un truc à 30 fps en 900p. Alors que le jeu est genre certainement un des meilleurs jeux de cette année. Genre un des fucking meilleurs jeux de cette année d'un point de vue gameplay, univers, etc. Genre j'ai extrêmement envie de jouer à Zelda. Extrêmement. Mais ça me fend le cul de devoir y jouer en 900p, 30 fps. Voilà. Oui, non, c'est pas que PC Master Race. C'est-à-dire que si le jeu était sorti sur PS4, je suis désolé, il tournerait en 1080p 60 fps. Parce que la PS4 a plus de puissance dans son capot, etc. Bref. On va continuer avec Mass Effect Andromeda, qui également lui aussi est sorti. Et on vient de sonner à la porte, donc je vais vous mettre en stand-by les amis, je reviens tout de suite. Allez, gros empêchement, j'ai quelqu'un qui est passé, qui est arrivé, ça a pris du temps, etc. Ça a pris très longtemps, bref. Comme tu vois, il ne reste que les vrais, effectivement. Vous êtes encore 74 quand même, un problème de femme. Ouais, si on veut, c'était ça à peu près, mais bon, bref. J'avais cru un swatting. Non, le swatting, je pense j'aurais laissé le micro et la caméra, juste histoire que ce soit drôle. Alors, on va reprendre où on était. Mass Effect Andromeda. Petit Mass Effect Andromeda, qui est sorti la semaine dernière. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'était un jeu qui était très attendu, etc. Donc, il y a un petit problème par rapport à Mass Effect Andromeda, ou plusieurs petits problèmes, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont déçus par les animations faciales, les animations des visages, qui sont vraiment déçus par ce que propose Mass Effect Andromeda, parce que pour eux, c'est pas à la hauteur du jeu Mass Effect, tout ce qu'ils ont montré. Pour ça, j'ai une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les animations faciales de Mass Effect Andromeda. Parce que clairement, je les trouve terribles. Elles sont flat out terrible, exactement. C'est un petit peu presque dit. On a une petite comparaison entre une vidéo qui va montrer les comparaisons entre les animations faciales de Andromeda qui est sorti en 2017 et du premier Mass Effect qui est sorti en 2007. Aussi, les images que je vais vous montrer ici, c'est des animations faciales de Mass Effect Andromeda. Vous allez voir, c'est pas beau.
Enfin, moi, je trouve ça vraiment moche par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Regardez ça. Regardez-moi. Regardez-moi ces animations. Surtout là, la fille là. Regardez la fille. Aucune expression faciale. C'est genre, c'est plat. La meuf, c'est un mur et puis ses lèvres font... C'est absolument horrible. Regardez celle-là aussi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Waouh, grosse... Oh, grosse animation. Regardez un petit peu cette comparaison. La comparaison commence ici. Regardez ça, vous allez voir. Donc là, on est sur du 2017 à gauche, 2007 à droite. Et je trouve que les animations de 2007 sont limite mieux que celles de Mass Effect Andromeda qui est sorti 10 ans après. Genre, STP, regardez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est une énorme blague. Et en conséquence, forcément, les gens sont pas contents. Et la directrice des animations, eh bien, disons que elle a été menacée. Elle a été menacée. Elle a été menacée et puis EA a essayé de la défendre, enfin BioWare a essayé de la défendre, disant que c'était pas sa faute, etc., etc. Mais vous voyez que c'est genre quand même, c'est pas fou quoi ce qu'ils ont fait, genre niveau quand même, ils auraient pu faire mieux. Bon, ça va conclure le Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. Je vous raconte tout de suite à ceux qui sont en live ce qui m'est passé, etc., etc. Likez si vous avez liké, dislikez si vous avez disliké. Ceux qui pourront regarder en VOD, vous pourrez regarder en VOD. Ceux qui veulent rester, parce que tout de suite après, je vais vous montrer un autre truc qui est plutôt cool, qui va certainement vous intéresser, qui sera aussi en VOD, mais restez si ça vous intéresse. On va parler un petit peu et je vais vous montrer un petit peu ce que je voulais. Et en attendant, pour ceux qui sont sur la VOD, comme d'habitude, je vous dis à ciao, bonsoir.